Alexandre Bertin, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles Alexandre et tu viens de publier un premier roman aux éditions du Souffle littéraire, qui sont les éditions de La Poste. Ça s'appelle Dixième Manche. C'est sous-titré Une histoire américaine. Voilà le roman en question. Et nous nous connaissons tous les deux parce que je t'accompagne durant l'écriture de ton deuxième roman. Ça, c'est ton premier, celui-là, Dixième Manche, et tu es en train d'écrire le second. Hein, donc, c'est dans ce cadre que nous sommes ensemble aujourd'hui. Alors, cet entretien va se dérouler en deux parties, grosso modo. On va évoquer tes liens avec la littérature américaine, parce que c'est quelque chose qui me fascine aussi, donc je pense que j'aurai quelque chose à en tirer. Et puis ensuite, on parlera un petit peu du travail avec la maison d'édition, donc le souffle littéraire, parce que c'est une question qui taraude beaucoup d'auteurs débutants, beaucoup de primo-romanciers. L'histoire de la maison d'édition, c'est vraiment un gros dossier. Il ne suffit pas d'écrire, encore faut-il que le texte puisse arriver auprès du public. Mais tout d'abord, je suis curieuse, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as senti le besoin de faire appel à un accompagnement au moment d'écrire ton deuxième roman, et pas ton premier, parce que généralement c'est pour le premier qu'on demande de l'aide. Oui, en effet. En fait, j'ai fait appel à tes services en deux temps, on va dire. J'ai d'abord suivi un atelier personnage que tu proposes que tu proposes dans ton offre d'accompagnement. Et ensuite, j'ai basculé sur l'atelier de fiction, qui est un atelier au long cours. En fait, j'ai fait appel à tes services parce que je ressentais le besoin de structurer un petit peu mon travail. C'est-à-dire que le premier roman, donc Dixième Manche, je l'ai écrit, on va dire, de manière un peu insouciante, sans savoir exactement où j'allais. Alors, je l'ai pas écrit sans réfléchir à un plan, sans réfléchir à une intrigue, sans réfléchir à la fin, mais c'était un petit peu foutraque. Je l'ai écrit voilà, de manière un peu totale, enfin même totalement insouciante, très béotienne. Et en fait, en écrivant, pardon, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à aux ateliers d'écriture. J'ai lu pas mal de livres, références sur l'écriture. Et je me suis dit que la façon dont j'écrivais, qui devait sans doute me correspondre quand même un petit peu, n'était peut-être pas aussi efficace que ce que je pensais, et que un peu de structure et d'appui, en fait, d'accompagnement pourrait m'être utile. Et donc j'ai commencé par l'atelier des personnages l'année dernière, pour justement travailler un peu plus en profondeur mes personnages, donner de l'épaisseur à ces personnages-là, chose que j'ai faite dans le premier roman, mais en plutôt lors de la réécriture, lors du travail après le premier jet, où je me suis aperçu finalement que, et puis le retour que j'ai eu, que les personnages étaient peut-être pas assez profonds, avaient pas assez d'obstacles internes, avaient peut-être pas assez de désirs et d'objectifs, de besoins, enfin tous des termes qu'on connaît bien maintenant. Et donc j'ai eu besoin voilà, de travailler mes personnages. Et ensuite, comme la formation m'avait plu, je me suis dit bah pourquoi pas continuer sur ma lancée. Et en plus de travailler autour des personnages, ça serait aussi de travailler autour de l'intrigue, autour de mon histoire, mais surtout avec une méthode un peu plus carrée. Ensuite, je me suis aperçu au cours de la formation aussi que j'avais quand même besoin, moi, de continuer à travailler selon ma façon de travailler, qui est pas forcément la même pour tout le monde. Bien entendu, quand on propose, comme tu le fais, une méthode de travail, déjà, elle est adaptée à toi, ta façon de travailler, mais tout le monde n'entre pas parfaitement dans le même moule. Et moi, je suis typiquement la personne qui rentre pas parfaitement dans le moule proposé. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de m'appuyer sur les modules que tu proposes dans la formation, et en fait de les adapter un petit peu moi à ma façon de travailler,
Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas partir d'un personnage si je ne connais pas mon histoire et si je ne connais pas mon intrigue. C'est-à-dire que j'aime bien développer les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que travailler des personnages et leur donner de la chair, moi, ça vient dans le travail. Et je sais que pour le deuxième roman, mes personnages à la fin du premier jet seront pas du tout satisfaisants, même si j'aurais quand même bien travaillé dessus. Et je pense que dans le deuxième jet, en tout cas dans le retravail de ce premier jet, moi, je vais venir alimenter et donner de la profondeur et de l'épaisseur à ces personnages. Donc voilà en gros pourquoi j'ai rejoint l'atelier, j'ai fait appel à tes services pour finalement me donner des clés d'écriture et d'amélioration dans mon écriture. D'accord, je comprends. Très bien, bah merci. Euh, Quelle a été ta principale difficulté durant l'écriture de ce premier roman? Alors, moi, je suis quelqu'un je suis pas du tout ce qu'on dit un idéateur, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de produire des idées, des dizaines d'idées à la seconde qui viennent se heurter pour créer une histoire et pour apporter un peu de cohérence et dans une histoire et de contenu. Donc moi, mon principal problème, en fait, c'est de trouver des idées. C'est-à-dire que j'ai une idée de départ. Voilà, j'ai envie de raconter une histoire. Moi, en fait, quand j'écris, c'est surtout pour raconter une histoire, pas pour défendre un point de vue. C'est pas pour les thèmes, tout ça, ça arrive en cours de rédaction et surtout ça arrive après quand on réfléchit à son roman. Là, on voit apparaître des thèmes, mais moi, je ne travaille pas un thème forcément. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à créer des idées, à trouver des idées. Donc, ce que je fais, moi, c'est que souvent, je vais me promener entre midi et deux. Et comme les grands philosophes grecs faisaient, voilà, c'est en marchant que je sais pas par quel processus d'aération du cerveau, de respiration de l'air pur, voilà, je me raconte mon histoire à chaque fois, toujours. Je remets mon histoire sur comment on dit, sur l'atelier, quoi. Et en marchant, je me dis ah bah tiens, là je suis bloqué, donc comment je pourrais débloquer? Donc je cherche, voilà, je me raconte des petites histoires et puis pof, il y a une idée qui arrive, donc je la note surtout. Donc c'est pour ça que quand je marche, j'ai mon téléphone portable avec moi parce que dès que j'ai une idée, je la note. Et ensuite, je continue à marcher pour développer cette idée-là. Voilà. Je j'ai pas 3 idées ou 4 idées qui vont me venir lors d'une balade. C'est surtout une idée. Et c'est de cette idée-là, je vais tirer le fil pour essayer d'alimenter un petit peu tout ça. D'accord. Voilà. Tu remontes ton déficit, entre guillemets, d'idées avec la marche à pied. Voilà. Exactement. Bon, bah écoute, c'est une façon de faire qui est tout à fait fonctionnelle. Et puis si ça marche pour toi, ben, Ça, c'est la mienne. ben voilà. Effectivement, le mouvement aide énormément, le mouvement du corps aide le mouvement des petites cellules grises, hein. Ben, de toute façon, Mm, c'est la matière aussi, hein, donc ça marche pareil, ça marche ensemble. tout à fait. Donc c'est quelque chose que l'on sait, que l'on peut pratiquer assez souvent. Parlons un peu du roman, parlons de Dixième Manche alors. Est-ce que tu peux nous dire brièvement de quoi il retourne? Alors, dixième manche, c'est un roman noir, on va dire, classé comme ça dans les romans noirs. Donc, on n'est pas dans le polar à proprement parler, on est plutôt dans le roman noir. Et en fait, on suit les pas d'un journaliste sportif qui s'appelle Nathan Bergman, qui est un journaliste qui prend sa retraite au début du roman. Il vient d'assister au discours de son directeur de publication au journal. Et il prend sa retraite, une retraite bien méritée, après une carrière, on va dire, en dents de scie, avec des grands moments de gloire. Il a reçu divers prix. Et puis, au début des années 2000, la descente aux enfers, il perd sa femme et sa fille dans des conditions un peu dramatiques. Et donc, il entre en dépression. Il devient un petit peu alcoolique, on va dire. Il fallait lui donner un petit peu de chair à ce personnage. Et donc, il est placardisé. Et puis là, à l'occasion de son départ à la retraite, il fait un peu le bilan sur sa carrière avec son meilleur ami qui est également un collègue. Et en discutant, il se rend compte que finalement, il y a quelque chose qui lui reste en travers de la gorge, c'est-à-dire que 30 ans plus tôt, il aurait dû faire le portrait. Donc 30 ans plus tôt, il était au fait de sa gloire, hein, il était vraiment, en
tout en haut de l'affiche. Et il devait faire le portrait d'un jeune joueur de baseball qui était appelé à devenir un joueur très important dans l'histoire du baseball parce qu'il avait inventé un geste particulier qui faisait qu'il était le seul à le pratiquer. Et il devait réaliser le portrait de ce jeune garçon. Et la veille de sa rencontre avec le garçon, ce dernier se tue dans un accident de voiture de manière un peu inexpliquée. Et donc, lui, il rentre à son journal à Chicago, ça se passe aux États-Unis, pardon, je ne l'ai pas précisé, et il laisse tomber, il continue sa carrière. Et là, donc, il part à la retraite, et en discutant avec son copain, il se dit, mince, quand même, actuellement sur Internet, on parle beaucoup, grâce aux réseaux sociaux, de ces nouveaux joueurs qui arrivent et tout ça, et moi, j'ai quelque chose qui me reste en travers de la gorge, c'est que ce joueur-là, tout le monde l'a oublié, on n'en parle plus, il est absent des réseaux sociaux, il est absent d'Internet, on ne le trouve plus nulle part. Et moi, j'ai envie de faire son portrait à titre posthume pour montrer finalement aux joueurs, aux Américains aujourd'hui, que des joueurs importants auraient pu changer le cours de l'histoire de ce sport. Et donc, il retourne sur le terrain pour mener son enquête. Il rencontre les protagonistes de l'époque, qu'il aurait déjà dû rencontrer, mais qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir rencontrer. Et au fur et à mesure, de ces investigations, il se rend compte que finalement, la belle histoire de ce jeune garçon, de ce jeune Américain de 18 ans, à la fin des années 80, finalement, elle ne correspond pas vraiment à la réalité, et que derrière, il y a des drames qui se sont joués. Il y a toute une face sombre de son histoire qui remonte peu à peu à mesure que les gens qu'il rencontre vont lui lâcher des petits bouts de leur vérité, de la vérité. Et donc, il se rend compte que finalement, cette histoire, ce rêve américain, comme il était de bon ton de vanter dans les années 80, l'époque du réaganisme, de l'ambition, des gens très carriéristes, cette histoire-là, finalement, elle n'est pas si rose que ça. Et donc, son enquête journalistique un petit peu naïve du début, juste retrouver les anciens et les faire parler, en fait, se transforme en une enquête un petit peu plus approfondie. Ces investigations le mènent du côté noir, finalement, de cette histoire, et du côté noir et également de la société américaine. Parce que c'est ça que j'ai voulu aussi questionner, c'était tout ce rapport, on va dire, aux rêves américains, aux valeurs américaines, qui, lorsqu'elles sont dévoyées, finalement, conduisent à des histoires assez sombres et assez dramatiques. D'accord, merci Alexandre. C'est un long pitch. Oui, c'est plus qu'un pitch, mais je pense qu'on a compris. Je sais que la littérature américaine, tu es un peu familière et que tu es un grand lecteur de littérature américaine, et puis tu es joueur de baseball aussi, c'est aussi pour ça que ce sujet a frappé à ta porte. Mais est-ce que ça t'est venu naturellement d'écrire une première histoire du coup qui se déroulait aux États-Unis, parce que c'est pas si évident que ça, en étant un auteur de langue française qui vit en France. On se sent pas toujours légitime d'écrire sur un pays étranger une histoire euh, avec un personnage qu'on n'est pas. En général, le premier Oui. roman, on écrit à partir de soi. Alors, ça t'est venu naturellement? Tu t'es posé des questions à ce sujet ou pas? Franchement, la question de la légitimité, je me la suis pas posée parce que je pars du principe que quand on est romancier, j'ai la prétention de me dire romancier, en tout cas quand on écrit de la fiction, on peut se permettre aussi de ne pas parler de son propre point de vue. Alors je sais que ça c'est de la légitimité des gens à écrire, à parler de choses qu'ils n'ont pas vécues. Pour autant, moi, en tant qu'écrivain de fiction, je pars du principe qu'on a le droit de se permettre d'écrire sur tout tant que ce qu'on écrit reste cohérent, on va dire. C'est-à-dire que voilà, je peux me mettre à la place d'une femme, ce que je ferai ce que j'essaierai de faire dans mon deuxième roman. Je peux me mettre à la place d'un noir. Je peux me mettre à la place d'une minorité, je peux me mettre à la place d'un homme de 50 ans
voilà. Bref, à partir du moment où on le fait avec le cœur et à partir du moment où on ne détourne pas finalement, se détourne pas de son objectif, la question de la légitimité, moi, elle me, elle, elle m'inquiète pas. Enfin, je me pose pas cette question. Après, la question, on m'a posé la question de me dire, mais pourquoi t'écris sur les États-Unis cette histoire, t'aurais pu la raconter en France. Alors oui et non, parce que comme tu le disais, ça se passe dans le milieu du baseball. J'aurais très bien pu transcrire ça dans un autre sport. On aurait pu penser au football. Hein. En France, voilà, le sport principal, c'est le football. J'aurais pu le faire dans le tennis également. Mais cette question-là est légitime, mais en même temps, moi, je voulais, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler autour, voilà, des grandes valeurs américaines. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Les auteurs américains que j'affectionne particulièrement, notamment Russell Bunks, par exemple, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors lui, il est d'autant plus légitime qu'il est américain, mais enfin, en tout cas, il travaille beaucoup sur cette question des valeurs américaines. Richard Ford aussi travaille beaucoup là-dessus. Et donc moi, c'était vraiment ça que je voulais questionner. Et voilà, dans les années 80, la France avait pris un tournant, on va dire également un peu libéral. Hein. On sait que rapidement les politiques de la gauche qui a été élue en 80 ont tourné, se sont un petit peu tournés vers un champ, on va dire, un peu plus libéral. Bernard Tapie, à l'époque, incarnait avec ses émissions à la télé la réussite à la française. Mais moi, c'était vraiment les valeurs américaines qui me questionnaient. C'est pour ça que j'ai utilisé donc le baseball, parce que c'est un sport que je connais bien. Et c'est surtout un sport qui incarne vraiment les valeurs américaines. C'est pour ça qu'on parle du baseball en disant que c'est le pastime national, c'est-à-dire que c'est le passe-temps. Hein. Dès qu'on voit un film américain, le baseball est toujours présent. Les relations père-fils, elles se passent souvent avec un gant et une balle à se lancer des balles dans le jardin. Hein. Donc voilà, donc il y a toute cette mythologie-là autour du baseball qui est représentatif aussi d'une certaine vision, alors peut-être un peu surannée, des États-Unis. On voit que le baseball est en perte de vitesse parce que les valeurs, c'est un sport qui a du mal à s'adapter à la modernité par rapport à d'autres sports, et donc il est un petit peu en perte de vitesse. Et c'est quand même voilà, c'est un sport qui reste très américain, très ancré dans la culture américaine, et c'était cette culture-là, moi, que je voulais questionner. Il y a toute une mythologie autour du baseball qui Oui, est, oui, oui. voilà, il y a beaucoup de choses. Effectivement, on la retrouve, on le retrouve dans chaque œuvre de fiction sujet des États-Unis. Il y a une allusion au baseball à minima. Dans le dernier Stephen King là que j'ai pas lu, mais on m'en a parlé, il y a des allusions au baseball. Enfin voilà quoi. Dans beaucoup de romans américains, le baseball est très présent, beaucoup plus que le basket par exemple, parce que ça convoque tout un imaginaire ancré dans l'histoire des États-Unis. Et c'est ça qui m'intéressait. Pour autant, juste une précision. Ce roman-là, c'est pas un roman pour les spécialistes du baseball. Le baseball, c'est vraiment ce qui me permet, c'est ce qui me permet d'ancrer une arène en fait, qui va me permettre d'ancrer mon histoire dans un contexte et de tirer les ficelles liées à ce contexte-là. Mais on peut très bien apprécier le roman, son côté noir. Le côté investigation et enquête sans comprendre les règles du baseball. De toute façon, on les aborde pas du tout. Hein. Les abordes pas, oui, c'est ça. Penses-tu que la même histoire, tu aurais pu la transposer en France? Alors, tu as déjà répondu un peu en transposant le sport, mais l'histoire de fond, qu'on ne va pas dévoiler, parce que sinon c'est dommage, mais l'histoire de fond, tu penses que ça pourrait se produire, ça aurait pu se produire en France aussi, ou c'est spécifique aux États-Unis? Bah, non, l'histoire de fond, elle pourrait être reproduite aux quatre coins du monde. Hein. Des histoires comme ça, et souvent la réalité dépasse la fiction, donc on en entend parler malheureusement très souvent aux informations. Donc je pense pas que l'histoire, elle est
purement attaché aux États-Unis. Mais par contre, les ressorts qui permettent d'aboutir à cette histoire-là, eux, sont quand même ancrés dans justement ces valeurs américaines, hein, d'ambition, de gloire, d'argent, tout ça. Voilà, c'est tous ces mécanismes-là qui permettent donc à moi, à mon intrigue de se ficeler. Elles sont, à mon sens en tout cas, très américaines. Pour autant, j'imagine que l'histoire, le fond de l'histoire, lui, peut être transposé, bien entendu, dans d'autres sociétés, mais avec des ressorts un petit peu différents, peut-être. D'accord. Donc il ne faut pas s'arrêter au sous-titre Une histoire américaine, même si on n'aime pas la littérature américaine, on peut aimer Dixième Manche. On est d'accord. Oui, alors en fait, le sous-titre, il m'est venu d'entrée. Enfin, le titre là tel qu'il est, c'est le titre que moi j'ai proposé directement à la maison d'édition, et il m'est venu très rapidement. Dixième manche, pourquoi? Parce que un match de baseball, ça se joue en 9 manches, et que si en cas d'égalité à la fin du match, au baseball, il y a toujours un gagnant. Il y a toujours un gagnant, il y a un perdant, il n'y a pas de match nul. Donc à la fin de la 9e manche, il y a égalité, on joue une 10e manche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve, jusqu'à ce qu'on aboutisse à une victoire. Donc 10e manche. On comprend vite quand on commence à lire le livre que c'est cette manche supplémentaire, notamment que mon journaliste Nathan veut vivre, parce que pour lui, il faut la jouer, cette manche supplémentaire. Il a besoin de la jouer pour aboutir à quelque chose au bout qui est la vérité en tant que journaliste. C'est également un clin d'œil à l'histoire de ce joueur, hein, qui perd la vie dans les années 80, qui lui aussi est quelqu'un qui a besoin de gagner et tout ça. Et puis, vous verrez en lisant le livre que ça s'applique à d'autres personnages. Et une histoire américaine parce que ça peut paraître un petit peu pompeux comme ça, mais c'est parce que j'avais envie de raconter une histoire américaine. Et quand finalement, notamment dans la scène finale, qui est la révélation de toute l'histoire, on comprend pourquoi un petit peu, en tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir tiré un peu le fil d'une histoire américaine sur plusieurs générations. Donc voilà, le titre m'est venu tout naturellement. Voilà, donc ça aurait pas pu s'appeler une histoire française ou une Oui, histoire argentine. Voilà, parce qu'il y a quand même, c'est quand même très lié à l'histoire des États-Unis. Donc, tu as cité Richard Ford et Russell Banks, que j'affectionne aussi particulièrement. Est-ce que tu as d'autres auteurs américains fétiches, on va dire, ceux qui t'accompagnent tout le temps et puis qui lisaient un petit peu derrière ton épaule pendant que tu étais en train d'écrire? Forcément, on pense à tout ce qu'on a lu au moment où on se relit, peut-être pas au moment où on écrit, mais au moins au moment où on se relit, on se compare, Tout à fait. on peut pas faire autrement. Et donc, Ouais. c'est qui tes anges gardiens, là, ou ta statue du commandeur, là, c'était qui, là? Ma statue du commandeur, enfin, je pense qu'elle est évidente quand on lit mon roman, et en préparant donc l'interview, je me suis un peu replongé là-dessus et je me suis dit, mais bon sang, j'ai l'impression parfois de plagier, alors bien sûr à mon humble niveau, hein, mais en tout cas de plagier mon auteur américain fétiche qui est Philip Roth, qui est donc ce très grand auteur américain injustement oublié par le Nobel, à mon avis, qui aurait mérité le prix Nobel, mais qui malheureusement est décédé en 2018. Voilà, donc c'est vraiment lui que je suis pour le coup. C'est pas lui qui me suit avec par-dessus mon épaule, mais c'est moi qui le suis depuis le milieu des années 90, quand je suis tombé sur les romans qu'il avait écrits dans les années 60, Portnoy et son complexe. Enfin voilà, il y a beaucoup de Philip Roth dans mon écriture, et c'est d'autant plus vrai que mon personnage principal s'appelle donc Nathan Bergman, donc c'est mon journaliste. Et le personnage récurrent de Philip Roth dans la grande majorité de ses livres, c'est Nathan Zuckerman. Donc on voit là clairement et puis j'ai choisi sciemment
ce prénom-là et j'ai choisi sciemment cette consonance, cette terminaison, le suffixe man aussi pour Bergman, même si ça fait référence aussi, enfin c'est un clin d'œil également au baseball. Mais voilà, donc Philip Roth est vraiment l'auteur qui fait qu'aujourd'hui j'écris de cette façon-là, je pense. Voilà. D'accord, bah, c'est un beau parrainage, dis-moi. Ouais, Ouais. peut-être un peu lourd à porter, on verra, mais en tout cas, non, c'est clairement, enfin, à mon sens, un auteur qu'il faut lire. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Parlons d'édition un petit peu, si tu veux bien. Donc, les éditions du Souffle littéraire. Donc, voilà, vous avez le petit logo avec la petite fleur ici en bas, là, le Souffle littéraire. C'est pas les éditions dont on a l'habitude d'entendre parler. En tout cas, elles ont décidé de te faire confiance. Je crois qu'il s'agit d'une toute petite équipe et j'aimerais en savoir un peu plus sur cette maison d'édition et surtout sur le travail en commun en amont de la publication proprement dite de cet ouvrage, puisqu'il y a beaucoup de boulot. Et on entend beaucoup les auteurs se plaindre des maisons d'édition, mais avec aussi beaucoup de méconnaissance du travail fourni par les maisons d'édition dignes de ce nom, en fait. À quoi on reconnaît un éditeur sérieux et compétent? Une question que beaucoup de nouveaux romanciers se posent. Dis-moi, comment tu... Alors, répondre à cette question, c'est un petit peu compliqué puisque moi, c'est mon premier roman et donc voilà, c'est ma première expérience avec une maison d'édition. J'ai jamais fait d'auto-édition avant. J'ai jamais, voilà, c'est mon tout premier roman. Donc, je mesure totalement la chance incroyable que j'ai d'avoir été retenu par les éditions Souffle littéraire. Deux mots sur cette maison d'édition. Donc, comme tu le disais en introduction, c'est une petite maison d'édition. Ils sont deux personnes, Daniel Mazin et Jean-Philippe Vest qui s'occupe à temps plein pour Daniel, mais et à mi-temps pour Jean-Philippe qui a un autre travail à côté, de cette maison d'édition depuis 2019, je crois. Je suis le 22e roman qui a été publié, enfin la 22e œuvre, on va dire. Ils ont publié des nouvelles, ils ont publié de la poésie, je crois également, des œuvres pour enfants, de la littérature jeunesse. Et c'est une maison d'édition qui est adossée à ce qu'on appelle la Société littéraire de la Poste, qui est donc une association qui a été créée il y a plus de 100 ans pour promouvoir la culture et l'accès à la culture aux postiers et aux familles de postiers. Et ils ont décidé dans 2016, 2017, 2018 de créer une maison d'édition parce qu'ils recevaient beaucoup de manuscrits, notamment des salariés de la Poste, et ils se sont dit que c'était dommage de laisser ces manuscrits dans un tiroir. Donc, ils ont commencé à publier comme ça, et puis ils se sont ouverts à des écrivains qui sont pas du tout affiliés à la Poste, hein, ce qui est mon cas. Donc, reconnaître un éditeur sérieux, je ne sais pas comment on fait pour reconnaître un éditeur sérieux. Par contre, je sais que le travail qui était effectué par Daniel et Jean-Philippe, enfin moi, m'a impressionné parce qu'il s'est déroulé en plusieurs étapes. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit, je pense que c'était en novembre de l'année dernière, à une quinzaine de maisons d'édition, en privilégiant les envois par mail plutôt que les envois papier, pour différentes raisons, notamment des raisons financières. Et j'ai reçu un premier mail négatif de la maison des éditions de Souffle littéraire, mais un mail avec un très long mail qui m'expliquait les raisons du refus. Voilà, donc un mail très détaillé. Donc c'était la seule réponse argumentée que j'ai reçue. Les autres c'était des réponses négatives. Voilà, vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale, etc. Donc des réponses types. Et en fait, en lisant le mail, je me suis dit bon sang, mais ces conseils qu'ils me donnent, est-ce que c'est pas des conseils, on va dire, pour me donner une deuxième chance? Donc je me suis permis de les recontacter. Alors déjà en les remerciant pour ce mail argumenté. Et en leur disant, si je retravaille mon manuscrit, est-ce qu'éventuellement je peux vous resoumettre? Donc ils ont dit pas de problème, mais par contre, c'est pas parce que tu le retravailles qu'on va l'accepter, on va le resoumettre à d'autres lecteurs et en fonction des réactions des lecteurs sur qui ils s'appuient, on verra. Donc j'ai fait ce travail et en effet, quelques semaines plus tard,
un mois et demi plus tard à peu près, j'ai reçu une réponse positive. Et là a commencé le travail, on va dire sérieux, d'interaction très régulière entre Jean-Philippe Daniel d'un côté et moi de l'autre pour retravailler parce que finalement un livre ça s'écrit pas tout seul, ça s'écrit à plusieurs mains, hein. On est certes, il y a qu'un nom sur la couverture, mais derrière il y a beaucoup de monde qui travaille. Et là, ça a été un travail quotidien pour moi de retravail de certaines scènes, de retravailler l'intrigue, d'ajouter des obstacles, justement de rajouter un peu d'épaisseur à mes personnages pour aboutir à finalement un manuscrit qui était publiable et qui est après été publié. Voilà, donc il y a tout le travail on va dire éditorial, hein, sur le manuscrit qui est vraiment très très important. Et ensuite il y a tout le travail de correction. Et là aussi, j'ai été impressionné par le travail du correcteur que je peux citer, hein, qui s'appelle Jonathan Deleu ou Deleuve, je sais pas comment on dit, il a un nom à consonance flamande. Jonathan Deleuve qui est correcteur semi-professionnel, puisqu'à côté de ça il est professeur de français et qui a fait un travail incroyable. Moi, je pensais pas que c'était possible de travailler comme ça sur un manuscrit, que ce soit sur la forme. Quand j'ai reçu les corrections, j'ai ouvert mon fichier, j'ai vu tout ça, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Puis en fait, très rapidement, je me suis aperçu que, que c'était surtout soit des fautes d'orthographe, soit des petites fautes de grammaire et tout ça. Et puis ensuite, il y a quand même aussi un travail de fond sur le liant du roman, c'est-à-dire de lier les paragraphes les uns aux autres pour que ça donne une forme ou une lecture, on va dire, beaucoup plus facile et moins heurtée que ce que moi j'avais pu faire dans cette première version. Donc, je ne sais pas si toutes les maisons d'édition travaillent avec autant d'attention sur tous les manuscrits qu'ils reçoivent. Les grosses maisons d'édition, je ne sais pas s'ils ont le temps, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. En tout cas, aux éditions Souffle Littéraire, même s'ils ne sont que deux et que c'est une maison d'édition associative, je ne l'ai pas précisé, le travail fourni est incroyable. D'accord, ça marche. Non, mais c'est super. Et alors, donc la maison d'édition a assuré les corrections, les relectures et les corrections, les différentes étapes de retravail du manuscrit pour le rendre publiable. Et ensuite, depuis la publication, alors comment on se prépare à la publication? Tu as fait, je crois, une séance photo, il y a toute la couverture qui a été réalisée par Oui, le graphiste proposé par la maison d'édition. Tout ça, c'est l'éditeur tout qui à s'en fait. occupe. D'accord. Tout à fait. Donc le graphiste a fait aussi un super boulot parce que on a retenu la couverture. Il nous avait proposé deux couvertures, mais avec juste le journaliste qui était un petit peu, on le voyait de beaucoup plus près, mais c'était deux couvertures un peu équivalentes. Et voilà, moi j'adore la couverture. Je trouve qu'elle résume parfaitement l'intrigue, l'histoire de ce roman. Elle est très visible également, puisque si on la voit sur un étal de libraire, voilà, elle se démarque par rapport à des couvertures qui sont beaucoup plus graphiques ou qui jouent sur la typographie des titres et tout ça. Là, on est sur une couverture qui est très visible. Donc là aussi, hein, je remercie le graphiste et les éditions pour le travail. Et ensuite, j'ai oublié ta question. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre à partir du moment où on sait que ça va être publié? C'est quoi le Ah travail bah oui, de oui. couverture? Il y a la quatrième de couverture, j'imagine. Il y a... Voilà, bah, il faut travailler la quatrième de couverture. Là, c'était un gros travail également parce que je suis incapable d'écrire une quatrième de couverture. Donc, on a fait ça là aussi à plusieurs mains avec le correcteur et avec Daniel et Jean-Philippe. Et on a essayé de faire un mix de toutes nos idées. Donc, très compliqué la quatrième de couverture pour moi, qui suis pas du tout quelqu'un synthétique, hein, on le voit déjà là après une demi-heure. Donc ça a été très compliqué. Puis ensuite, ben, il y a la préparation de la sortie. Donc il y a eu une séance photo puisque la photo de l'auteur apparaît sur la quatrième de couverture. Voilà, il y a eu. Puis après, il y a le lancement et
Et puis tout le travail de communication, parce que le choix qui a été fait par les éditions du Souffle littéraire, c'est de faire de l'impression à la demande. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, hein, bien entendu, mais également pour des raisons, on va dire, écologiques, d'éviter d'avoir des livres qui partent au pilon régulièrement et voilà, d'avoir du papier qui soit gâché. Le livre n'est disponible pour l'instant que par de l'impression à la demande, c'est-à-dire que vous allez commander votre livre et vous allez le recevoir 4-5 jours après. Donc, il y a tout un travail de promotion, puisque qui dit impression à la demande dit difficulté d'être présent dans les librairies. Donc, il y a tout un travail de promotion et de communication, on va dire, numérique, hein, via les réseaux sociaux, via Facebook, Instagram, Twitter. Travailler aussi tous les relais d'opinion. Donc ça, il y a tous les services presse qu'il a fallu préparer, puisqu'ils ont quand même une base de services presse. Donc, on a envoyé des services presse. Donc là aussi, il faut faire les petites dédicaces. Moi, de mon côté, j'ai quand même mobilisé tout le réseau, on va dire, du monde du sport, que je commence à bien connaître, hein, qui était un créneau, bien entendu, compte tenu du sujet de mon livre, c'était un créneau qui était à prendre. Il y a très peu d'ouvrages sur le baseball en France, et je pense que c'est, en France en tout cas, le premier roman qui utilise le baseball comme point d'appui pour développer une histoire, hein. Il y en a très peu. Alors, il y a des romans autour du football, il y a des romans avec d'autres sports, mais le baseball, c'est un des premiers. Donc, enfin, je pense que c'est le premier roman. Après, il y a des ouvrages historiques, hein, sur le baseball en français. Donc, ce réseau-là, je l'ai mobilisé. Je pense que ça a bien marché. J'ai mobilisé les clubs, la fédération. Et ensuite, surtout, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que le roman, qui est un roman noir, quitte finalement le milieu un peu du baseball, qui est quand même un petit milieu, hein, malgré tout, hein. Même s'il y a quand même plus de 200 clubs en France, ça reste quand même un milieu un peu confidentiel, pour aller vers le grand public. Donc là, ça passe également par d'autres relais, hein. Je pense à Instagram, où on a des influenceurs, ce qu'on appelle les bookstagrammeurs, hein, à qui on envoie des services presse et qui ensuite vont faire la promotion ou pas en fonction de s'ils ont apprécié le livre ou pas. Donc ça a été aussi un gros travail d'identification et puis ensuite de mise en contact, de prise de contact avec ces personnes-là, leur envoyer les livres, voilà. Il y a toute la presse aussi, donc là, la presse locale, j'ai commencé un petit peu à démarcher les journaux locaux, les radios également. Je devrais faire une interview bientôt pour une radio locale. Et ensuite, il y a tout le démarchage des librairies, des libraires. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que surtout dans cette période d'avant Noël, là, ils ont la tête sous l'eau, ils préparent les fêtes et ils ont là, on est entre la rentrée littéraire où il y a près de 500 livres même plus de 500 livres qui ont été publiés, et les fêtes de Noël. Donc, c'est très compliqué de faire son trou. Les libraires ont pas beaucoup de temps de lire des ouvrages qui leur arrivent en plus de ce qu'ils reçoivent par les grandes maisons d'édition. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais ça commence également à prendre ici sur Bordeaux, puisque voilà, mon livre est déjà distribué dans une librairie sur Bordeaux. Et donc voilà, donc il y a tout un travail comme ça, un peu fastidieux, de promotion et de communication autour du livre, voilà, qui est un travail quotidien et C'est un voilà, qui travail prend du temps. que tu mènes main dans la main avec la maison d'édition. Donc. Oui, tout à fait. Eux, on va dire que eux s'occupent de la partie nationale et de leurs relais à eux, qui sont des relais classiques pour les maisons d'édition. Je pense qu'ils utilisent les mêmes relais et les mêmes canaux que les grandes maisons d'édition. Par contre, au niveau local, eux, ils sont que deux. Ils sont à Paris. Voilà, au niveau local, c'est à moi aussi un petit peu de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller vendre mon histoire autour de moi pour faire en sorte que ce livre gagne le grand public, que ce soit des amoureux de la littérature américaine ou les amoureux du roman noir, puisque ça reste quand même une histoire assez sombre. Donc voilà, donc j'ai besoin de faire tout ce travail-là. Ok. Donc, si on veut mettre ton roman sous le sapin, on contacte directement le site de ta maison d'édition et on fait Oui, une commande. Et il voilà, sera imprimé spécifiquement et envoyé par la poste. Alors moi, c'est la tout à démarche que fait. j'ai faite et ça a été assez vite, hein. J'ai reçu sous une huitaine de jours dans ma boîte à lettres
j'ai reçu ce livre. Mais enfin, si vous voulez mettre sous le sapin, les gens qui nous écoutent, tardez pas trop quand même, parce qu'en fin d'année, il y a énormément de choses qui s'échangent par la poste, donc ça peut causer des délais supplémentaires. J'imagine qu'ils ils sont quand même bien placés au niveau de la poste, étant le souffle littéraire adossé à la Société littéraire de la Poste. Je pense que leurs envois sont bien traités, j'espère. Je pense, j'espère. Si on veut te, Après, si on veut te rencontrer en vrai, Alexandre, durant ces prochaines semaines, on te trouve où? Des dédicaces? alors sur Bordeaux, alors il faut venir sur Bordeaux, malheureusement. Je veux dire, c'est une jolie ville, hein. Vous pouvez venir aussi en profiter pour faire un peu de tourisme. Mais je vais commencer à faire quelques séances de dédicaces. Donc on pourra me trouver dans une librairie qui s'appelle Le Vrai Lieu à Gradignan, donc qui est une ville très proche banlieue de Bordeaux, le samedi 10 décembre. Le 11 décembre, je serai chez Cultura Bègle, donc qui est une autre ville qui est proche de Bordeaux, voilà, pour toute une journée de séances de dédicaces. Et ensuite, le 18, j'ai été invité par un joueur de baseball qui tient une maison de la presse sur le bassin d'Arcachon. Donc, joindre l'utile à l'agréable, je serai la matinée du 18 décembre à Tossat, qui est une petite ville du bassin d'Arcachon, en CS de dédicace. Voilà, donc pour l'instant, c'est mon actualité chaude. Et oui, je voulais revenir juste sur la distribution du livre. Le plus simple, c'est vraiment de commander auprès de la maison d'édition parce que eux, ils ont du stock. Ils ont déjà des stocks imprimés et ça va beaucoup plus vite que si on commande. Alors chez les libraires, c'est rapide aussi. On peut se rendre chez son libraire et commander le livre, mais sur les plateformes, c'est un petit peu plus long puisque les plateformes ne font pas appel directement à la maison d'édition, mais passent par d'autres canaux. Voilà. Et on a un problème sur Amazon. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais on a un problème sur Amazon. L'algorithme n'arrive pas à référencer correctement mon livre sur la partie papier. Par contre, il est disponible en e-book, mais la partie papier, il est marqué en rupture de stock et les commandes ne sont pas honorées et on n'arrive pas à résoudre le problème. Donc, je ne sais pas si c'est un mal ou si c'est un bien. Amazon, c'est pas des gens sérieux, faut pas aller chez eux quand il y a possibilité de commander Voilà, directement auprès de la maison d'édition. C'est voilà, c'est le toujours plus le simple. cas. Dans tous les cas, c'est préférable de commander directement auprès de la maison d'édition. Les plateformes servent à des choses où il n'y a pas de maison d'édition, à des auteurs auto-édités, mais il faut éviter les plateformes au maximum et surtout éviter Amazon, hein. Moi, c'est mon conseil que je, Bah là, on n'a pas le choix. que je pratique. Dans certains cas, on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, il faut éviter Amazon. Et donc, je mettrai le lien de commande de ton livre dans le commentaire de la vidéo pour que les gens n'aient pas à le chercher, hein, et passer directement par l'éditeur, c'est beaucoup mieux. Ou alors, si on ne peut pas passer directement par l'éditeur parce que pour une raison ou pour une autre, il n'envoie pas, je ne sais pas, à l'étranger ou quelque chose comme ça se rapprocher Alors, du l'éditeur contraire. envoie à l'étranger. Et ce qu'il faut savoir aussi également, et ce que j'ai découvert, c'est que la Poste pratique, il y a une loi qui date de je ne sais pas quelle année, peut-être de Jack Lang, hein, puisque pas mal de lois culturelles lui sont dues, en fait, qui fait que les frais de port pour les produits culturels à l'étranger sont très faibles. Ils sont même plus faibles que les frais de port en France. Donc, on peut commander de l'étranger, il n'y a aucun souci. Et sur la maison d'édition, les frais de port sont gratuits également pour les Français. Enfin, pour les Français. Pour les métropolitains, il n'y a pas de frais de port. Donc, le livre coûte 18 euros. Donc, vous payez 18 euros et vous recevez le livre en 4-5 jours si vous commandez directement sur la maison d'édition. Donc, il Voilà. n'y a aucun. Franchement, tout est arrangeant pour le lecteur. Voilà, tout est fait pour que ce livre trouve, et les autres livres de la maison d'édition, Oui, trouvent leur lecteur. ouais, il y a Alors, de très, très beaux livres, hein. on s'approche on s'approche de la fin de cet entretien. Euh, Oui. Si tu devais tirer de cette expérience un conseil utile pour les gens qui se mettent à écrire leur premier roman, tu leur dirais quoi? Un conseil De pratique se lâcher. de se Bah, lâcher. le premier conseil, c'est de se faire confiance, je pense. Euh, Moi, je suis pas quelqu'un qui est très confiance dans toutes mes capacités. Alors souvent, enfin voilà, ça peut passer pour de la fausse modestie puisque je viens d'éditer mon premier roman. Mais en fait, voilà, je pense qu'il faut se faire confiance. Si on a envie de raconter une histoire, on raconte l'histoire. Faut pas se prendre la tête, à mon sens, avec voilà, j'ai envie d'aborder tel thème. Donc, si j'aborde tel thème, il va falloir que je développe telle idée et tout ça. Je pense que, enfin, moi, mon point de vue, c'est on écrit son histoire et ensuite on réécrit tout.
Ça, c'est important. Et donc, on va venir donner du sens à l'histoire qu'on vient d'écrire dans un deuxième temps. Donc, il faut vraiment. Alors, je dis ça alors que j'ai beaucoup de mal à commencer mon deuxième roman, mais bon, je vous donne quand même ce conseil-là. Et donc ça, le premier conseil, c'est allez-y, écrivez et vous retravaillerez après. Et justement, le retravail, il se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'on peut pas écrire une histoire. On peut l'écrire seul dans un premier temps, mais ensuite on peut pas la réécrire tout seul. Il faut sortir la tête du guidon. Il faut faire confiance aux autres. On n'est pas obligé de faire confiance à des centaines de personnes, hein, mais il faut faire confiance à des gens qui ont dans l'empathie pour vous et qui n'ont pas une relation de proximité, hein, c'est-à-dire qu'il faut éviter de donner son manuscrit à ses amis, par exemple, qui sont pas forcément les personnes les mieux placées pour donner des conseils, mais donner le manuscrit finalement à des inconnus, en faisant bien attention à ce que l'inconnu soit de confiance, et donc notamment à des gens comme toi, Sylvie, ou à des coachs, ou à des gens qui ont l'habitude de lire et de relire et d'accompagner les écrivains. Ça, c'est mon deuxième conseil. Donc, dans un premier temps, on se lâche, et dans un deuxième temps, on fait confiance à des gens qui ont de l'expérience et qui ont surtout la capacité d'avoir du recul par rapport à une œuvre, et surtout d'être capable, de manière empathique, de donner des conseils. Ça, c'est important, et parce que voilà, parfois les conseils sont donnés de manière un peu soit trop gentille, soit trop méchante, et du coup ça bloque la personne qui écrit, alors que si c'est donné avec de bons arguments et puis de manière sympa, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, donc surtout ne pas hésiter à se faire accompagner dans un deuxième temps. Mais on peut se faire accompagner lors de l'écriture également, hein. Ok, bon, mais c'est un conseil qui me convient très bien, tu penses bien, hein, puisque c'est quand même mon cœur de métier, donc je ne vais pas Non, dire. mais c'est Euh, non, mais c'est vraiment important. ouais, ça peut être important. Donc, et se lâcher lors du premier jet, aller aussi loin qu'on peut tout seul, et puis quand on arrive à un stade où soit on a terminé le premier jet, soit on est bloqué dans l'écriture de premier jet, parce que Oui, ça arrive à bien beaucoup de sûr. gens de s'arrêter en chemin sans savoir comment continuer. À ce moment-là, on fait appel, mais on vide déjà une première chose, et après, on cherche de l'aide au moment où on arrive à une fin d'étape, et on s'autorise du coup à prendre des conseils. Voilà, bon, ben, c'est un conseil qui me Oui. va très bien. Dernière chose, puisqu'on en parlait tout à l'heure, peux-tu nous donner un autre conseil, un roman américain ou peut-être deux que tu conseillerais les yeux fermés, trois, tu en as trois à conseiller aux personnes qui nous écoutent, à part le tien. En plus, Alors, alors, je ne sais pas si on va les voir à l'endroit, parce que souvent les caméras, elles filment. Alors, j'ai vu que toi, l'image était dans le bon sens. Moi, je suis pas sûr. Donc, le roman dont je parlais tout à l'heure, qui est Pastorale américaine de Philip Roth. Donc, c'est un roman qui se lit vraiment très bien et qui, pour moi, en fait, fait écho vraiment avec le recul à ce que moi j'ai écrit. Là, on suit justement un personnage comme ça qui est lisse d'un aspect extérieur et qui en fait a une vie dramatique. Son rapport à sa fille, à la filiation, ça aussi c'est quelque chose. Avec le recul, je me rends compte que c'est un thème moi qui me questionne beaucoup, chose que j'avais pas vue quand j'ai écrit le premier roman, mais voilà, avec le recul, on s'en rend compte. Donc ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, deux conseils qui me semblent d'une évidence incroyable. Donc celui-ci, on ne voit pas bien. Donc c'est Sur la route de Jack Kerouac. Donc voilà, donc ça c'est mon entrée en littérature américaine. Donc j'ai dû lire ça à 16 ou 17 ans. Je l'ai lu, je pense, en 2 jours. Alors ça, c'est la version qui a été traduite et donc qui a été expurgée de certains passages. Et il existe aujourd'hui une version qui est le rouleau initial, donc sans aucune purge, ou je sais pas comment dire, sans aucune censure de ce qu'a écrit Kerouac. Voilà, mais moi j'ai lu cette version-là, j'ai l'autre aussi, mais que je l'ai pas relu. J'ai du mal à vouloir relire le livre, en fait. Je suis resté sur un tel choc quand je l'ai lu, quand on a 16 ou 17 ans. Voilà, on se dit que c'est peut-être la vie qu'on aimerait mener, puis très vite on revient à la raison et on porte des chemises et des petits pulls bleus. Euh, et enfin, un autre écrivain que, ben voilà, moi
qui m'a toujours subjugué et qui écrit des choses horribles, c'est Hubert Selby Jr., donc qui est un romancier new-yorkais qui est malheureusement décédé également et qui écrit des horreurs, mais il va il va au plus profond de l'âme de ces personnages. Enfin, c'est des lectures qui sont éprouvantes, et notamment La Geôle, qui est un livre qui est une histoire d'un homme qui est en prison et enfin voilà, c'est violent. C'est l'uppercut le plus violent jamais asséné à la gueule de l'Amérique, comme c'est écrit sur la 4e de couverture. Voilà, donc il a écrit son plus grand roman, c'est Last Exit to Brooklyn, qui a été adapté en film par Darren Aronofsky au début des années 2000, je crois, et le film est est une épreuve qui rend bien hommage à la lecture du livre, qui est également une épreuve. Mais si vous avez envie de lire des choses qui vous bousculent, Hubert Selby Jr., je vous le conseille parce que on ne sort pas indemne de la lecture. Voilà pour mes 3 conseils. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Eh Ben, bien, merci à toi. on arrive à la fin de cet entretien. On va se quitter. On va se retrouver après ailleurs dans un autre espace. Tout ce que je souhaite pour 10e manche qui est là, c'est qu'il trouve ses lecteurs et Moi que aussi. peut-être un jour il puisse être traduit pour les États-Unis. Mais ça, c'est vraiment une intention lancée dans l'univers. Il y a, soyons fous, hein? Quand on est Oui, bah oui, ça serait l'idéal. Et on me dit que j'ai une écriture très cinématographique, donc je vois bien un film, un film. Ça serait bien. allez, pourquoi pas. Rêvons. Dans C'est ce cas-là, Noël. dans ce cas-là, il va falloir qu'on travaille ensemble pour l'adapter en scénario. Voilà, il y a le scénario, c'est ça, exactement. Et ça, j'y connais rien. Scénario et roman. Je te remercie, Merci beaucoup, Sylvie. je te remercie beaucoup, Alexandre, pour ton temps et ta disponibilité. Et puis, Merci à toi. à bientôt. Et puis, tu continues à donner des nouvelles régulièrement. Pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.